Quelle que soit la
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Le 8 mai 1945, ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Depuis, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans, on inculque à la population du monde en le répétant comme un moulin de prière que l'Allemagne a déclenché la Seconde Guerre mondiale et qu'elle est donc responsable des dommages qui en ont découlé. Il est vrai que l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. Mais pourquoi au juste ? En ce temps-là, déjà, l'Allemagne criait aux quatre coins du monde pour se défendre. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons aller aider et protéger nos compatriotes allemands en Pologne et les sauver. Parce qu'on a déjà déporté là-bas, dans des camps de concentration, 50 000 Allemands. Et on en a assassiné plus de 3 800. Cependant, ce cri de légitime défense s'est évanoui dans l'univers des médias dirigeants unanimes. Ou bien peut-être s'est-il plutôt perdu dans une image déjà déterminée par des leaders d'opinion historiques? On devrait un jour se poser la question suivante. Quel pays dans une situation pareille, ou par analogie avec l'Allemagne vis-à-vis de la Pologne en ce temps-là, ne se serait pas senti responsable vis-à-vis de ses compatriotes et n'aurait pas accouru à leur aide? Si on compare le comportement de l'Allemagne de l'époque avec les guerres d'agression des États-Unis dans le monde entier aujourd'hui, une chose s'impose tout de suite sans hésitation possible. Au moins les pays les plus puissants, qui à l'époque ont déclaré la guerre à l'Allemagne, auraient fait incontestablement la même chose s'ils avaient été à sa place. Les guerres d'agression des Américains et des Alliés aujourd'hui en sont la preuve, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe jusqu'à l'Ukraine. Justement, les mêmes alliés qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne à l'époque n'attaquent-ils pas de plus en plus tous les pays possibles de nos jours, avant même que ceux-ci aient touché à un cheveu des citoyens des nations alliées? Comme l'Allemagne le reprochait à la Pologne à l'époque, les mêmes alliés ne font-ils pas aujourd'hui déjà des guerres prophylactiques, c'est-à-dire des guerres préventives? Ou devrait-on même dire qu'ils font depuis toujours
des guerres prophylactiques? Ne se mêle-t-il pas, sans scrupule, même sous les yeux de l'opinion publique mondiale, de n'importe quels conflits nationaux des pays étrangers qui en vérité ne les concernent en rien, et cela au mépris du droit international? Jusqu'ici, il faut retenir que l'affirmation permanente selon laquelle l'Allemagne a déclaré la guerre à toutes les nations environnantes et qu'elle est unique responsable de la Seconde Guerre mondiale. Cette affirmation vient justement des mêmes vainqueurs qui, jusqu'à aujourd'hui, mènent encore des guerres d'agression contraires aux droits de l'homme. Comment est-il possible que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on impute toute la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale à l'Allemagne, bien qu'un grand nombre de faits historiques aient plutôt prouvé le contraire dès le début? Qui donc est au-dessus des faits historiques qui les contrôlent? Se pourrait-il que des faits historiques soient même manipulés? Nous avons établi pour vous une liste historique complète de toutes les déclarations de guerre faites à l'époque contre l'Allemagne. En étudiant cette liste, la question se pose. La liste suivante ne parle-t-elle pas plutôt du fait que les Alliés seraient responsables de l'extension d'une guerre locale contre la Pologne en guerre mondiale? D'après une version non censurée de l'histoire, le coup d'envoi de la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu avec l'invasion de la Pologne par les Allemands le 1er septembre 1939, mais déjà le 24 mars 1933. La première des 53 déclarations de guerre contre l'Allemagne a été prononcée. À l'époque, cette toute première déclaration de guerre à l'échelle mondiale, c'était celle qu'on a pu trouver dans le Daily Express anglais du 24 mars 1933. Et voici la liste totale de toutes les déclarations de guerre contre l'Allemagne de ce temps-là. Une chose comparable a-t-elle jamais eu lieu? La guerre a-t-elle jamais été déclarée à un seul peuple par plus de 50 nations dans l'histoire humaine? Ou lui imputer après la dette unique pour toutes les déclarations de guerre portées contre elle? À l'époque, il n'y avait que 60 États dans le monde entier. Jusqu'à ce jour, en 2014, les traités de paix usuels sont encore refusés à l'Allemagne par 53 de ces États. Peut-on prendre ceci pour un déroulement de guerre et de paix tout à fait normal? En conséquence, l'Allemagne est encore un pays occupé, c'est-à-dire un pays sans propre souveraineté.
C'est ce qu'a attesté le ministre des Finances fédérales lui-même, Wolfgang Schäuble, dans une interview sur YouTube. Depuis le 9 mai 1945, il n'y a pas eu un seul moment où nous, en Allemagne, aurions été complètement souverains. C'est déjà inscrit dans la Constitution de 1949, dont le préambule dit ceci. Le but, en tant que membre égal d'une Europe unie, est d'être au service de la paix dans le monde. Dans l'émission Monitor du VDR, du 19 juin 2014, on a fait un reportage sur ces alliés qui occupent l'Allemagne aujourd'hui encore et qui entreposent 20 bombes atomiques, seulement à Buchel, dans les Ardennes. Selon ce rapport, 200 bombes de ce type sont entreposées dans toute l'Europe. Des auteurs très différents ont avancé des preuves qu'il y a sur le territoire allemand au moins 100 missiles atomiques et toutes sortes d'autres dispositifs d'intervention mobile et atomique. Chers téléspectateurs, tout cela inviterait à penser de manière indépendante et mature. Une histoire arrangée ne devient pas vérité seulement parce que les médias principaux la répètent comme un moulin en prière et on imprègne ainsi ces peuples entiers. Notre histoire a-t-elle été manipulée, censurée, défigurée? De plus en plus de téléspectateurs qui réfléchissent par eux-mêmes affirment que c'est ainsi. Ce n'est qu'en écoutant soigneusement les arguments et les contre-arguments qu'une opinion aussi objective que possible peut se former. Nous, à CLA TV, nous n'étions pas encore de la partie à l'époque. C'est pourquoi il ne nous reste que la possibilité d'écouter et de comparer. C'est après avoir toujours entendu une seule version pendant des dizaines d'années et après avoir pu observer en même temps les développements bellicistes actuels dans le monde que nous vous avons présenté aujourd'hui un autre point de vue. Nous vous souhaitons, pour vous faire votre propre opinion, toutes sortes de bonnes choses et aussi l'aide d'en haut. En 1977, l'administration Carter enquête sur les allégations qui veulent qu'un programme tel que le MK-Ultra existe. Cette enquête ne donnera aucun résultat. Cet homme sait pourtant que le MK-Ultra a bel et bien existé. Le candidat de Mandchourie a certainement beaucoup à voir avec les recherches que nous faisions à l'époque. Tellement de gens croyaient que l'on pouvait fabriquer des tueurs qu'il fallait bien étudier la question afin de savoir si c'était possible ou pas. Pour savoir si une personne pouvait devenir un assassin sous contrôle étranger, on devait tenter l'expérience. C'était la seule façon de s'en assurer. L'assassin peut être un homme ou une femme, mais l'expérience donne de meilleurs résultats avec des sujets très jeunes. Tout a commencé lorsque j'étais une enfant. Mon père était un assassin et s'intéressait au contrôle de l'esprit par la torture, l'hypnose et autres moyens. Il m'a utilisé comme cobaye afin de montrer à ses collègues de la CIA, entre autres, ce qu'il pouvait accomplir avec un enfant. Mon apprentissage a donc commencé dès l'âge de 4 ans. Ces activités ont commencé au début des années 70 et ont pris fin vers 1990. Il y a eu plus de 76 morts. Je frappais à la porte d'une maison, prétextant des problèmes de voiture, ou encore en disant que j'étais perdu, et je demandais de m'aider à trouver une maison en particulier. C'était aussi simple que ça. J'utilisais un fil de fer ou une arme à feu. Un jour, je posais comme une prostituée. Pendant que mon client était au lit, j'ai pris le foulard que je portais et je l'ai trempé dans l'eau de la cuvette. Cela a réactivé les ingrédients chimiques qu'il contenait et je l'ai déposé sur le visage de l'homme qui en est mort. J'ai subi l'entraînement appelé Naomi. Ils m'ont montré comment tremper une aiguille dans de la gelée de pétrole qui contient un ingrédient chimique. Je devais ensuite piquer quelqu'un avec cette aiguille. Les armes à feu me sont tellement familières.
même si l'on ne m'a jamais donné la permission d'en avoir une à la maison. Aujourd'hui, je possède une arme et je me suis aperçu que je tire très bien, même sans entraînement. John Lennon aurait été abattu par l'un de ses tueurs sous influence. On le considérait, semble-t-il, comme une menace à cause de ses vues politiques. Il sera abattu à l'extérieur de son appartement par Mark Chapman. Le portier déclara qu'après la fusillade, Chapman se serait assis et aurait continué de lire le livre de J.D. Salinger, L'Attrape-Cœur. Je suis persuadé que l'attrape-cœur contient certains mots déclencheurs et que le livre a été utilisé dans le programme de contrôle de l'esprit. Le livre lui-même a été écrit par un ancien officier de l'OSS, Office of Strategic Services. L'attrape-cœur a été retrouvé sur plusieurs scènes d'assassinat. Il est donc logique de penser que ce livre joue un rôle quelconque dans la fabrication des assassins. Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans une bibliothèque et j'ai vu l'attrape-cœur sur une tablette. Je suis entrée en transe immédiatement. Je ne pouvais quitter le livre des yeux. Je l'ai parcouru et je me suis dit que c'était le livre parfait pour quelqu'un qui a un problème à entrer en contact au niveau émotif avec les gens. Et que cette personne se laisserait facilement entraîner à commettre des actes criminels. Les tenants du complot soutiennent qu'il existe des implants au cerveau qui permettent de contrôler les sujets à distance. Dans les années 50 et 60, on a implanté des électrodes dans le cerveau de certains individus. Ces recherches avaient été financées par l'armée et la CIA. Beaucoup de preuves existent à l'effet que des implants ont été utilisés sur des humains en vue de les manipuler. Ce métrage, qui date des années 60, nous montre une expérience avec un taureau. Il est aussi facile de contrôler ses humeurs que de changer les postes de télévision au moyen d'une télécommande. Nous savons qu'en implantant une électrode au cerveau d'une personne, on peut contrôler les effets électriques à distance et influencer considérablement son comportement. Un homme en Suède, Robert Naisland, sait qu'on lui a implanté une électrode et prétend qu'il peut le prouver. Cet implant a eu un effet négatif sur sa personnalité, le rendant taciturne et asocial. La première fois que j'ai été en contact avec cette nouvelle technologie des implants, c'est lorsque j'ai été hospitalisé ici à Stockholm. On m'a alors implanté un transmetteur dans la narine droite. L'implant radio était à peu près de la taille d'un petit projectile, d'après les radiographies. N'importe quel technicien vous dira qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces radiographies. On y distingue des implants, on ignore bien sûr comment ils y ont été installés, mais on voit très clairement que ce sont des corps étrangers. Il est très facile de poser un implant au cerveau. On peut le faire par les narines ou l'on peut percer le crâne à l'aide d'une fraise. Aujourd'hui, les implants sont de plus en plus sophistiqués et de taille de plus en plus réduite. On peut les implanter sur les gens sans qu'ils ne le sachent et ces implants passent inaperçus à l'autopsie. Incapable de bien fonctionner en société, il devient progressivement un petit criminel. Désespéré, il envoie ses radiographies à un médecin de New York. Ce dernier lui confirme que l'on voit bien 2 corps étrangers sur ses radiographies. Naisland fait enlever ses implants en Suède et demande à les conserver. Lorsque je suis revenu 10 jours plus tard, on m'a annoncé que l'on avait perdu les transmetteurs que l'on avait retirés de mon anatomie. Je pense que la CIA
et son pendant suédois, la SEP, devaient être impliqués dans l'affaire. La majorité des scientifiques et la plupart des médecins n'ont jamais entendu parler de cette technologie. C'est un secret bien gardé par les militaires. Je vis maintenant en Norvège et je sais qu'il existe un projet de surveillance électronique de la marine et que l'on installe des implants sur des humains en Norvège. Les plus récents développements dans cette technologie du contrôle mental à distance ne font plus appel aux implants. Les messages sont envoyés directement au cerveau du destinataire au moyen de micro-ondes. Une nuit de 1992, j'étais chez moi, profondément endormi, lorsque je me suis éveillé brusquement. Ce que j'ai trouvé étonnant parce que j'étais à la fois très décontracté et extrêmement alerte. C'est alors que j'ai entendu une voix dans mon oreille droite qui me disait que les bases souterraines existent. Il semble bien que beaucoup de ces activités secrètes soient maintenant de notoriété publique. Récemment, j'ai découvert que l'on avait accordé un brevet en 1989 à une invention qui transmettait une voix directement au cortex auditif. La technologie pour ce faire est très simple. Une personne parle dans un microphone et ce qu'elle dit est retransmis au moyen de micro-ondes au cerveau de l'individu ciblé. Le destinataire entend la voix très clairement. C'est ce qui m'est arrivé. J'en suis persuadé. Beaucoup de gens déclarent entendre des voix. L'un d'eux, un prisonnier, est persuadé que l'on essaie de le contrôler. Depuis plusieurs années, je suis victime d'une invention quelconque qui me transmet des voix dans la tête. Exactement comme si j'avais des écouteurs dans les oreilles. Des prisonniers témoignent en sa faveur, mais sa cause est déboutée, faute de preuves. Après tout, qui accorderait foi au dire d'un criminel? Cette technologie connaît son apogée pendant la guerre froide. S'il est permis de penser qu'elle n'a plus cours aujourd'hui, les tenants de la conspiration sont persuadés qu'elle est toujours utilisée. On donne pour exemple l'action terroriste la plus violente à avoir eu lieu en Amérique du Nord, l'explosion de la bombe à Oklahoma City. Le responsable est le vétéran Timothy McVeigh. Personne ne met en doute sa responsabilité, mais certains voient en lui le prototype même du tueur programmé pour tuer. La version officielle de cette histoire, c'est qu'il est dans l'armée, il devient frustré et déprimé parce qu'il ne peut pas faire partie des brigades spéciales. Il va travailler à Carlspan et 1 an plus tard, il devient soudainement enragé contre le gouvernement américain parce qu'il croit qu'on lui a implanté quelque chose dans le corps. À Carlspan, il travaillait pour une compagnie ultra secrète qui fabriquait des microprocesseurs. Pendant qu'il est à Carlspan, McVeigh, un employé modèle, devient vite, selon ses amis, complètement paranoïaque. Il croit qu'il est manipulé par le gouvernement américain. Une enquête est instituée afin de vérifier les allégations de complot. Nous avons formé un grand jury qui siège depuis de nombreux mois afin de vérifier s'il n'existe pas une conspiration qui impliquerait d'autres complices que McVeigh et Nichols. Donc, depuis des mois, nous entendons les témoignages de gens qui déclarent savoir des choses à propos d'individus qui auraient participé à cette conspiration. Nous recevons aussi les témoignages de ceux qui affirment que les employés fédéraux avaient reçu une note leur disant qu'il y aurait une explosion et leur enjoignant de ne pas aller travailler ce jour-là. Tellement de gens déclarent devant le grand jury avoir été victimes d'expériences sur le lavage de cerveau que la Maison-Blanche a été obligée de prendre des mesures. Une association ACHES, A-C-H-E-S, voit le jour pour défendre les droits de ses victimes. Et les bandes vidéo que vous allez voir sont quelques-uns des témoignages recueillis. J'ai été victime d'une expérience
sur le lavage de cerveau durant la guerre froide, dans les années 50. Je suis citoyenne américaine et j'ai été victime d'expériences sur le contrôle de l'esprit. Je suis moi aussi citoyen américain vivant au Canada et j'ai été victime du programme MKUltra dans les années 60. Je suis une victime de ces expériences à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et je demande au président des États-Unis d'instituer une commission d'enquête sur le sujet. À 14 et à 16 ans, j'ai subi 2 interventions chirurgicales, dont une ablation de tissu cérébral dans le cadre d'une expérience sur le contrôle de l'esprit. Je vais faire part de mes craintes au président Clinton. Enfant, on a fait des expériences de contrôle mental sur moi. Ces expériences continuent encore aujourd'hui. En tant que citoyenne des États-Unis, je demande qu'une commission d'enquête soit constituée. Je suis né en 1975 et je suis une victime de ces activités criminelles. Cette situation doit cesser. Cela va à l'encontre des droits éthiques les plus élémentaires. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cela constitue une très grande menace pour l'humanité. Cette situation perdure depuis 50 ans. Pressée de toutes parts, l'administration Clinton force la CIA à plus de transparence et à rendre publiques certaines informations. Néanmoins, une porte de sortie est accordée à la CIA. Cette dernière a le droit de détruire tout dossier qui s'avérerait, selon elle, une menace à la sécurité de l'État. Nous ne saurons probablement jamais jusqu'où sont allés ces groupes dans leur tentative de contrôle de la population américaine.